Avec plus de 24 milliards de chiffres d'affaires, des parcs à thème, des jeux vidéo et toutes sortes de produits dérivés, Harry Potter est l'une des sagas les plus lucratives qui existent. Mais en dehors de toute cette grosse thune, c'est avant tout une saga intellectuelle riche d'enseignements. La vie, la mort, l'amitié ou encore l'amour, tout y passe. Dans cette vidéo, je vous propose 5 leçons de vie à appliquer dans votre vie quotidienne pour devenir un peu plus chaque jour de meilleurs humains. À l'âge de 11 ans, la vie d'Harry Potter va changer brutalement. Il apprend que ses parents ne sont pas morts dans un accident de voiture mais ont été assassinés, qu'il est un sorcier et que sa vie est fortement menacée. Ça fait quand même beaucoup à encaisser. Durant sa première année scolaire en tant que sorcier, il va découvrir un objet pour les moins étrange, le miroir du Rized. Le principe est assez simple. Quand vous vous placez devant le miroir, celui-ci vous montre ce que vous désirez le plus au monde. Harry y voit ses parents, qu'il n'a malheureusement pas connus, par exemple. C'est son désir le plus cher, mais c'est aussi ce qui peut le rendre addict au miroir. Car chaque nuit, il se retrouve devant le miroir, à contempler ce qu'il ne peut avoir. Dumbledore, assistant à ça, le met en garde afin que le jeune sorcier ne sombre pas dans une mélancolie face à son impuissance à ne pas posséder ce qu'il désire le plus au monde. Mais vous, qu'est-ce que vous y verriez? En tant que moldus, les gens qui n'ont pas de pouvoir, nous n'avons pas de miroir qui nous permettrait de savoir ce qu'on désire au plus profond de nous-mêmes. Et cela pose au moins 2 problèmes. Premièrement, ne pas être conscient de nos besoins ne permet pas de les combler. Et un besoin non comblé engendre en général de la frustration. Prenons le cas de quelqu'un qui serait chef de projet chez Decathlon, par exemple. Cette personne ne trouve pas qu'elle est suffisamment payée par rapport à tout ce qu'elle apporte à l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment de l'argent en plus dont a besoin cette personne? Pas forcément, c'est plutôt de la reconnaissance. Admettons qu'elle soit augmentée. Ça ne signifie pas nécessairement qu'elle sera beaucoup plus reconnue au sein de l'entreprise, qu'on l'écoutera et qu'elle sera forte de propositions. Il faut qu'elle prenne conscience de son besoin premier de reconnaissance pour le combler efficacement, en empêchant ainsi la frustration de s'installer. Deuxièmement, ne pas savoir ce que l'on veut au fond de nous ne permet pas de mettre en place les actions adéquates pour l'obtenir. Il vous arrive peut-être qu'arrivé dimanche soir, vous vous dites que votre week-end ne s'est pas déroulé comme prévu. Sauf que vous ne saviez pas à quoi il aurait dû ressembler. Comment il pourrait ne pas se dérouler comme prévu si vous-même vous ne saviez pas comment il aurait dû se dérouler? Je parle d'un week-end, mais c'est pareil avec la vie. À quoi ressemble votre vie idéale? Si vous la vivez, c'est parfait, continuez ainsi. Mais si ce n'est pas le cas, plus vous serez capable de décrire votre vie rêvée, plus vous pourrez mettre en place les actions pour y parvenir petit à petit. Bien sûr, ne vous mettez pas la pression, en mode j'ai pas d'objectif, ma vie est foutue. Il suffit de prendre le temps, au moins une fois par semaine, pour vous projeter. Et d'expérience, la plupart des choses que nous désirons sont réalisables. Difficiles peut-être, mais pas impossibles. Dans Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, notre héros va faire la connaissance du professeur Lupin, le nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Une des leçons que le professeur va donner consistera à se retrouver face à un épouvantard, une créature sans forme apparente, mais qui prend la forme de ce qui nous effraie le plus. Aussi, Ron va se trouver face à une araignée géante, Neville Londubat face au professeur Rogue, et le professeur Lupin face à la pleine lune. Pour combattre cette vile créature, il faut prononcer la formule Ridiculus, afin que ce qui nous effraie se transforme en quelque chose qui nous fasse rire. Dans votre vie aussi, j'imagine qu'il y a des choses qui vous font peur, parfois concrètes, comme les araignées, mais parfois beaucoup plus abstraites, comme l'abandon. Ce que nous enseigne Lupin ici, c'est premièrement prendre conscience de nos peurs, et deuxièmement, de considérer les objets de notre peur pour ce qu'ils sont, un professeur, une araignée. C'est ce qui permet non pas de les combattre, mais de pouvoir agir malgré tout. Et c'est bien différent. Quand j'étais au collège, je devais prendre le bus pour m'y rendre et pour revenir. Un jour, sur le chemin de l'arrêt de bus, un chien assez conséquent, type golden noir, a bondi face à moi et m'a aboyé dessus. J'ai eu peur et je me suis enfui en courant. Le problème, c'est que ce chien résidait dans une maison pile poil sur le chemin de l'arrêt de bus et qu'il parvenait à sortir du grillage qui nous séparait. J'allais au moins le côtoyer soit le matin, soit le soir, soit les deux. Durant plus d'un mois, je stressais à l'idée d'entendre ses aboiements et peut-être me faire mordre. Pour compenser, je faisais preuve de stratégie. J'allais sur le trottoir d'en face où je prenais le bus à un arrêt beaucoup plus loin. Évidemment, j'aurais dû en parler à mes parents qui auraient prévenu le propriétaire du chien, mais j'avais 12 ans et je l'ai pas fait. À un moment, j'en ai eu marre. Après tout, ce chien aboyait, certes, mais il ne m'avait jamais poursuivi et encore moins mordu. Une fin d'après-midi, alors que je rentrais du collège, je marche tranquillement pour rentrer chez moi. Bien sûr, le chien arrive et aboie. Je reste figé, il s'arrête, et là je lui crie dessus de toutes mes forces. Un cri pire que quand tu marches sur un Lego. Je n'ai plus jamais entendu parler de ce chien. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est totalement normal d'avoir peur. C'est une question de survie. Si vous n'aviez pas peur, vous pourriez vous mettre en danger sans le savoir. Mais il existe toujours une marge de manœuvre. Parfois un film, certes,
mais qui peut faire la différence. Il est possible de combattre certaines peurs, comme la peur des araignées. Les TTC ou l'hypnose fonctionnent très bien. Pour d'autres peurs plus profondes, comme la peur de l'abandon, ce n'est pas la combattre qu'il faut, mais l'apprivoiser. Vous pouvez apprendre à vivre avec, comme le professeur Lupin, qui gère comme il peut avec le fait d'être un loup-garou. Prenez conscience de vos peurs et n'en ayez pas honte. Après tout, vous restez des êtres humains. Nous sommes toujours dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors que l'ennemi numéro 1, Sirius Black, est en cavale, le ministère de la Magie décide d'envoyer des détraqueurs pour protéger la population. Ces créatures horribles se nourrissent de notre bonheur, rendant tout ce qui nous entoure morne, triste et froid. Il est difficile de combattre à proprement parler un détraqueur, mais on peut s'en protéger grâce au sortilège du Patronus. Le détraqueur se concentre sur lui, ce qui nous permet de nous protéger. Pour lancer un sortilège du Patronus, il faut invoquer un souvenir qui nous met dans un état de bien-être et de bonheur. Harry essaie d'abord avec un souvenir de lui volant sur un balai, mais sans succès. Pas assez joyeux. C'est quand il pense à ses parents qu'apparaît son Patronus. D'abord informel, puis plus tard il prendra la forme d'un cerf. Il y a des moments dans la vie où les détraqueurs sont parmi nous. On se sent seul même en présence d'autrui, on est triste. Notre environnement nous paraît morne, sans joie. Ça peut être une rupture amoureuse, le décès d'un proche, la découverte d'un adultère, ou même l'échec aux examens. Que sais-je? L'ordre qu'on pensait établi s'est transformé en chaos. Tous ces moments existent et font partie de la vie. La vie n'est pas souffrance, mais contient de la souffrance. C'est comme ça, c'est la réalité. Inutile de s'enfermer dans le déni. Par chance, même dans les pires moments, la joie peut surgir. Attention, il n'est pas du tout question de positiver, de voir la vie du bon côté ou autre fadaise. Le verre n'est ni à moitié vide, ni à moitié plein. Il y a un verre contenant de l'eau. L'important, c'est de savoir ce qu'on en fait. Mais pour rester poli, parfois dans la vie, on n'en défait qu'au plus haut point. Et nous dire avec un grand sourire, mais vois le bon côté des choses, fait pire que mieux. Parce qu'alors on culpabilise d'être dans cet état de vulnérabilité. Vous avez le droit d'être triste, et heureusement. Car malgré tout, un Patronus peut apparaître. Vous pouvez vous réfugier dans un souvenir ou une projection. En tout cas, un petit cocon le temps que la tempête se calme. Car ça passera avec le temps, et parfois un travail thérapeutique ou un coaching sera nécessaire. Mais ça passera. Le Patronus est en fait ce qu'on appelle un ancrage. Créez-vous votre Patronus, associez-le à un geste ou à un objet, et quand ça ne va pas, servez-vous-en. Les détraqueurs finiront par partir. Durant leur 6e année à Poudlard, Harry et Ron se retrouvent en cours de potions mais n'ont pas leur livre. Le professeur Slughorn, enseignant cette discipline cette année, les invite à se servir dans l'armoire. Harry se retrouve alors en possession du livre du prince de Sang-Mêlé. La particularité de ce livre, c'est qu'il contient bon nombre d'annotations remettant en cause les recettes officielles qui sont censées être les seules à fonctionner. Par exemple, pour préparer un filtre de mort vivante, le livre indique qu'il faut couper une fève soporifique. Mais le prince de Sang-Mêlé suggère qu'il faut plutôt l'écraser. Harry écoute ce conseil et effectivement ça fonctionne bien mieux. Il fera de même avec d'autres potions. Et si on prend un autre domaine comme la peinture, c'est pareil. Prenez l'artiste Claude Monet, un des pères de l'impressionnisme. Jamais il ne serait venu à l'idée de peindre de cette manière, en tout cas de contredire la méthode officielle. Et pourtant si, pour notre plus grand plaisir. À une autre échelle, dans votre vie, il y a sûrement des ordres établis qui ne vous viendraient même pas à l'esprit de contredire. Je pense au parcours de vie classique. Avoir son bac, faire des études, trouver un boulot en fonction de son bac, fonder une famille, etc. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Les recettes du livre fonctionnent également. Mais le prince de Sang-Mêlé nous montre qu'il existe une troisième voie, une autre manière d'arriver au même résultat, parfois plus facilement, plus rapidement. Imaginons un individu dont le père est ingénieur. Par mimétisme, souvent inconscient, il fait des études scientifiques et devient ingénieur à son tour. Mais il sait au fond de lui que ça ne lui plaît pas tant que ça. Il ne pourra pas aller éternellement à l'encontre de lui-même. Cela aura des répercussions sur sa santé avec le stress engendré, mais également dans ses relations, avec la frustration qui grandira. Le problème, quand on a été éduqué dans un certain schéma et qu'on est pris dans un parcours socio-culturel, c'est que c'est très difficile de s'imaginer qu'une autre voie est possible. Et pourtant si. Pour ce faire, il faut tout d'abord connaître la méthode classique, l'officielle et en profondeur. Il faut les travailler encore et encore pour se les approprier. C'est aussi ce qui permettra de prendre conscience de la faille qui existe et d'agir dessus. Cela suppose également une bonne connaissance de soi pour comprendre pourquoi cette faille nous procure du malheur. Dans le monde de l'art, ça se traduit par le fait de connaître ces classiques pour les transcender. Dans la vie quotidienne, c'est connaître le mode de fonctionnement de notre famille, notre parcours socio-culturel, ce que la société veut faire de nous pour également transcender le tout. Pour le dire autrement, c'est aussi s'émanciper, quitter le domicile familial et suivre sa propre voie. Attention toutefois ne pas se mettre en danger en allant à l'encontre de l'ordre établi de manière inutile. C'est ce qui arrive à Harry lorsqu'il utilise le sortilège Sectum Sempra sur Drago Malfoy. Galvanisé par le côté rebelle qu'il y a à transgresser l'ordre établi, il en oublie de faire preuve de prudence. Un autre chemin est possible, mais n'y foncez pas tête baissée. Au Noël de sa première année à Poudlard, Harry reçoit pour la première fois des cadeaux. Parmi eux se trouve une cape, mais pas n'importe quelle cape, une cape d'invisibilité.
Quiconque la porte devient invisible aux yeux des autres. Cette cape fait partie de ce qu'on appelle les 3 reliques de la mort. 3 puissants objets que la mort a offerts à 3 frères dans le but de les défier. Le sorcier qui posséderait ces 3 reliques devient le plus puissant des sorciers, plus puissant que la mort elle-même. Et il existe un sorcier très puissant, mais effrayé à l'idée de quitter ce monde, Lord Voldemort. Il a tellement peur de la mort qu'il a décidé de scinder son âme en 7 parties, qu'il a cachées dans des Horcruxes. Harry Potter, lui, n'est pas avide de pouvoir, à l'instar de son Némésis. La preuve en est qu'une des premières utilisations qu'il fera de la cape d'invisibilité, c'est se rendre à la bibliothèque. Il y a pire comme méfait. Mais surtout, il accepte sa finitude. Quand il apprend qu'il doit combattre Voldemort et qu'il risque d'y passer, il y va. Il y a au moins 2 choses à retenir ici. Lorsque nous sommes avides de pouvoir, nous sommes capables des pires méfaits. Et cela se répercute sur notre corps. Le livre d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, illustre bien ce propos. Le jeune et beau Dorian se fait peindre le portrait, mais un portrait un peu spécial. Chaque méfait qu'il commet n'a aucune répercussion sur lui, ni même le temps qui passe. C'est son portrait qui prend tout. Et plus il agit mal, plus son portrait s'enlaidit. Voldemort, pour scinder son âme, doit tuer. Et comme le dit si bien Rowling, tuer déchire l'âme. Et ce n'est pas sans conséquence. Voldemort n'a plus du tout l'air d'un être humain. Vos actes ont des répercussions non seulement sur le monde, mais sur vous-même. Lorsque vous vous sentez coupable de quelque chose, vous marchez d'un ton hésitant, vous regardez le sol, vous avez du mal à rester focus. C'est votre présence au monde qui est réduite. Deuxièmement, l'avidité de pouvoir et l'envie de domination sont souvent le signe d'une peur de perte de contrôle. Et par extrapolation, de la peur de la mort, parce que c'est ce qu'on contrôle le moins. Mais surtout, c'est ce sur quoi nous ne pouvons absolument rien. Toute chose vivante qui vit au monde est vouée à le quitter un jour. Vivre avec cette peur est normal, parce que nous avons conscience de notre finitude. Mais nous laisser envahir par elle nous empêche de profiter de ce laps de temps qui nous est imparti. À force de vouloir combattre le fardeau de l'existence, Voldemort est passé à côté de l'amitié et de l'amour. Il est craint de tous, mais personne ne le respecte. Harry accepte son sort, c'est ce qui lui permet de se faire des amis, d'être respecté, d'aimer et d'être aimé. Mais surtout, c'est ce qui lui donne envie de progresser. Vous et moi sommes malheureusement condamnés à quitter ce monde un jour. Nous pouvons nous dépêcher de vivre ou nous dépêcher de mourir. J'ai grandi avec Harry Potter. Je me suis énormément identifié à lui dans la mesure où j'avais son âge quand j'ai commencé à lire. C'est cette saga qui m'a également donné le goût de la lecture. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses à dire sur Harry Potter. Si vous voulez découvrir comment appliquer des concepts philosophiques dans votre vie quotidienne, j'ai un programme qui va vous aider à réduire votre stress et augmenter votre confiance en vous. Il s'appelle la forteresse intérieure. C'est gratuit et ça n'engage à rien, le lien est dans la description. Sur ce, je vous laisse. Bon futur!